On va peut-être passer à la dernière communication. C'est une communication qui va être assurée par M. Nefah Mzawak. Je pense qu'il va intervenir par visio, c'est-à-dire à distance. Alors, est-ce que nous avons avec nous M. Nefah Mzawak? Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir participé avec nous dans cette journée dédiée à la biochimie et au laboratoire de biochimie. Vous avez bien accepté de nous parler d'une expérience. C'est un titre qui nous a été donc livré en anglais, ouais. Delivering the Quality Laboratory, Test Intro to Innovation. On va être tous attentifs pour vous écouter pendant 20 minutes et on reviendra tout de suite par la suite à des questions. On est d'accord? Ok, très bien, très bien. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Et je tiens en premier à remercier l'Association nationale des techniciens de laboratoire du Maroc et aussi notre partenaire IM Alliance de m'avoir invité pour cette journée scientifique de biochimie. En plus, je tiens à remercier le professeur Bouhira pour son excellente présentation. Il a touché vraiment au cœur de cette technologie microplaque que nous tenons à cœur. Pour cette séance, j'aimerais bien discuter avec vous les solutions orthoclinical diagnostic et plus spécialement comment cette technologie apporte un plus sur le plan qualité des résultats. On va attaquer juste le plan qualité. Alors, vous, cliniciens, pathologues, c'est bien connu que vous comptez sur les résultats du labo pour prendre des décisions dans 70% des cas. C'est pour cette raison qu'Ortho attache une grande importance sur ce qu'on appelle Results Matter. Excusez-moi, la présentation est en anglais, mais je vais essayer de mon mieux de la passer en français. Quand on pense un peu aux différents groupes de patients que vous testez, certains de ces groupes sont plus vulnérables que d'autres. Obtenir des résultats corrects peut présenter un certain défi pour certains groupes. Et ce sont ces groupes de patients qui sont au cœur de cette présentation. Si on commence par regarder de plus près les patients cancéreux et les patients âgés, on trouve des déséquilibres électrolytiques, présence de paraprotéines et différents interférents. Et ces interférents sont très fréquents dans ce cas-là. De plus, la chimiothérapie peut aussi interférer sur la production des cellules sanguines avec tous les problèmes qui en suivent. Tous ces points peuvent être un défi pour rendre des résultats corrects, des résultats fiables. Commençons par la paraprotéine. C'est une immunoglobine monoclonale. Elle est présente dans le sang et dans les urines. La prévalence chez les personnes de plus de 50 ans, elle est de 3 à 4% et de 6 à 8% chez les personnes de plus de 80 ans. De plus, la prévalence est encore plus élevée chez les patients cancéreux. Alors, la présence de cette paraprotéine peut interférer sur les résultats de plusieurs façons. Exemple, la paraprotéine peut précipiter durant l'incubation. Si on travaille en chimie liquide, elle peut précipiter dans ce qu'on appelle la cuvette. Elle peut aussi interférer avec le déroulement de l'incubation. Elle peut gêner le déroulement de l'incubation. De plus, elle peut augmenter la phase solide dans le sérum, ce qui peut causer une interférence pour les électrolytes. Et on va parler de cette interférence-là plus tard. Elle peut aussi former un gel pendant la réaction qui crée une certaine turbidité. Et enfin, allô?
Enfin, la paraprotéine peut augmenter la viscosité de sérum, engendrant des erreurs de bippage dans les automates. Alors, comme on vient de le voir, la protéine, elle est prévalente dans certains cas et peut interférer avec la mesure des électrolytes. C'est un défi important et qui a des répercussions sur la prise en charge de ces patients. Et pour compliquer un peu plus les choses, c'est difficile de prédire quel patient ou échantillon sera impacté par cette interférence. Et ça a été démontré dans le papier, dans l'étude de Dr. Roy. Alors, comment ces défis peuvent être surmontés? La technologie ortho, comme Dr. Boukhira a très bien présenté, repose sur la microplaque. La microplaque, en revanche des méthodes liquides, capte les interférents comme la protéine dans la spreading layer. Et c'est ça le point différenciateur lorsqu'on compare la chimie microplaque ou sèche avec la chimie liquide. Vous pouvez le voir, le faisceau optique n'est pas perturbé par la présence des interférents qui sont absorbés ou retenus dans la spreading layer. Et la spreading layer, en plus, agit comme un miroir. C'est sur cette spreading layer que le faisceau optique va se réfléchir pour être lu par le photodétecteur ou sur les nouvelles générations d'analyseurs par une caméra. Ça dépend si XT ou pas XT. Cette étude, par exemple, de Dr. Young, souligne la prévalence de la protéine chez les patients avec monoclonal gammopathy of undetermined significance, qui est la MGUS. Et elle finit aussi, cette étude finit par conclure que la technologie microplaque n'est pas perturbée par cet interférent. Ce n'est pas seulement Ortho qui est en train de dire ou de dire que la technologie microplaque, elle est très robuste contre les interférents. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites dans le marché, dans des laboratoires, qui disent que voilà, cette technologie est robuste contre les interférents. Si maintenant on se tourne vers les patients qui sont dans les ICU. Allô? Allô? Vous êtes, Monsieur Lafah. Oui. Vous m'entendez bien. Alors, j'ai cru que j'ai plus d'audio. C'est bon. Dans les soins intensifs, les patients ont souvent une concentration de protéines qui est basse. Normalement, la mesure des électrolytes en Ion Selective Electrode ou ISE est basée sur la supposition que 83% de l'échantillon est liquide et 7% est solide. Lorsque cette supposition n'est plus vraie, et c'est le cas des patients qui sont dans les soins intensifs, des biais sont observés, on a des résultats qui sont biais lorsque ce patient-là a une protéine qui est très basse ou une protéine qui est très élevée, ça dépend des cas. En tenant compte que la marge de mesure, la marge de valeur normale pour le sodium, elle est très restreinte, des erreurs peuvent être reportées, des erreurs, des résultats erronés peuvent être rendus. OK. On a dit que 83% du sérum normal, il est liquide et 7% c'est solide. Lorsqu'on fait une dilution, lorsque l'analyseur fait une prédilution pour donner les résultats sodium, potassium et chlore, et lorsque la protéine
n'est pas à 7%, toute méthode qui fait une prédilution va donner des résultats très erronés. Ça peut passer de la normale jusqu'à la normale et vice-versa. Les ion selective electrodes qui sont présents sur le marché sur les automates liquides doivent passer une prédilution puisque la durée de vie des membranes, des ion selective membranes, dépend de la quantité de protéines qui est dans le sang. Si un analyseur qui travaille en ion selective electrode avec prédilution est en contact avec un sérum normal de protéines, la membrane va être détruite pendant, disons, une journée ou deux. C'est pour ça que tout analyseur travaillant avec des électrodes fixes et des membranes fixes doit prédiluer. En tenant compte que cette dilution est correcte pour la protéine normale, mais lorsque la protéine elle est très basse ou très élevée, cet analyseur va donner des résultats qui sont bien. Alors, et ces cas-là, on peut les voir dans 30% des patients qui sont dans les soins intensifs. La réponse ortho. Comment surmonter ce problème qu'on appelle exclusion effect? On se base sur une ion selective electrode aussi. La même méthode, elle est là, et comme Dr Boukhira l'a présenté, on a deux cellules, la cellule de référence et la cellule du patient, avec le bridge en papier qui va créer le lien et pour pouvoir mesurer la différence de potentiel entre ces deux cellules. Mais la différence de base, c'est qu'on peut travailler sans prédilution. C'est ce qu'on appelle la Direct Ion Selective Electrode Method. Et puisqu'on n'est pas en train de diluer, on n'a pas des résultats qui sont biais lorsque la protéine elle est très élevée ou très basse chez les patients qui sont dans les soins intensifs. Si on se tourne un peu vers la pédiatrie, il est bien connu que 6 sur 10 bébés nés et 8 sur les 10 bébés nés prématurément vont développer une jaunisse. De plus, 1 sur 20 aura besoin d'un certain traitement. Ce qui veut dire qu'une mesure correcte de la bilirubine est primordiale. Dans le marché, tout le monde travaille avec la diazo. Et on travaille aussi pour la bilirubine totale, on est en train de mesurer en diazo. Mais pour la bilirubine directe, il y a un petit problème. La bilirubine directe diazo, elle surestime la bilirubine directe lorsqu'il y a une présence de bilirubine non conjuguée. C'est toujours un problème lorsqu'il y a une bilirubine non conjuguée ou indirect bilirubin. La bilirubine directe, elle est biaisée positivement. Pour les bébés, pour les nouveau-nés, ça peut donner un problème. Puisque pour un bébé, un nouveau-né, la bilirubine présente en circulation, elle est, dans la plupart des cas, c'est une bilirubine non conjuguée. Et lorsqu'on mesure cette bilirubine avec la diazo, on aura toujours un peu de bilirubine directe. Et ça peut créer certains problèmes. Et je peux vous envoyer des papiers là-dessus. On n'a pas le temps de couvrir tout. Notre bilirubine, les fractions de la bilirubine, on mesure, comme j'ai dit, la totale avec la diazo, mais pour la BUBC, on mesure la bilirubine non conjuguée et on mesure la bilirubine conjuguée par spectrométrie. Et la méthode de référence ou la méthode qu'on a utilisée pour calibrer, c'est la HPLC qui a la Golden Standard.
comme j'ai, ok, c'est une répétition, comme je l'ai dit, la diazométhode could lead to under or non-treatment. Dans certains cas, si on fait un monitoring pour les nouveau-nés avec la totale et la directe, pour certains cas, on peut louper des cas où le médecin doit intervenir avec un certain traitement et la diazométhode peut louper ça. Le dernier groupe, c'est les acute care. C'est les gens dans les urgences, dans les soins intensifs. Et là, on a une prévalence de sérum hémolysé assez élevée. Pas seulement hémolysé, ictérique et turbide. OK, nos plaques enlèvent ou retiennent ces interférents-là dans la plupart des cas. Mais il y a des cas aussi, par exemple, si on prend l'hémolyse pour la mesure des potassium, on ne peut pas le faire, puisque les cellules rouges vont, lorsqu'il y a l'hémolyse, le potassium va sortir dans le sérum et on ne peut pas distinguer ce potassium qui vient du sérum ou des cellules rouges. Alors, il faut toujours un plus pour pouvoir détecter si le sérum il est hémolysé, ictère ou turbide. OK, on les enlève, mais il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Avec la technologie microsensor qu'on a, et tout le monde le fait, tous les analyseurs actuels peuvent faire cette détection-là, mais avec la technologie Vitros, on n'a pas besoin d'un sérum supplémentaire pour le faire. On n'a pas besoin d'un réactif pour calculer ces indices-là. On n'a pas besoin de consommables. Et ce test, il est fait très vite, pendant 1 seconde. Alors, avec la technologie microplaque et la technologie microsensor qui va répondre à un certain besoin sans addition de sérum. Récemment, c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni par le NHS et IQAS, et ils sont en train de voir quel est le biais introduit, ici c'est le cas de l'hémolyse, sur certains tests. Ils ont fait un test sur la créatinine, potassium, troponine, total protéine et urée, et c'est un cas de la créatinine, où ils ont ajouté de l'hémolysa sur certains patients pour voir comment les résultats, s'ils vont avoir un biais positif ou négatif. Les résultats en losange, le losange rouge, c'est les résultats des Vitros. Et vous voyez les résultats d'autres fabricants. Avec un hémolysa de 0 à 12 grammes par litre, vous voyez que la créatinine n'a pas bougé pratiquement. Alors que certains manufacturers voyaient des biais négatifs ou des biais positifs qui sont de plus en plus visuels. On peut les voir lorsque l'hémolysa est augmenté dans le sérum. Et c'est aussi une preuve que la spreading layer est en train de faire son travail et réduire ces interférents-là. Je m'arrête ici pour cette présentation et je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup, M. Lefar. Je rappelle que vous êtes avec nous de Dubaï directement et oui. Je vous remercie surtout pour ces données et ces nouvelles que vous avez apportées suite à la présentation de professeur Boukhayran. Professeur Boukhayran nous a présenté les avantages de la technologie orthoclinique diagnostique avec pas mal d'interprétations avec des détails. Et vous avez rajouté la cerise sur le fruit, comme on dit. Vous avez rajouté les preuves scientifiques qui démontrent ces avantages-là, notamment par rapport aux cliniciens et plus précisément en urgence médicale et chirurgicale.
notamment par rapport au dosage des électrolytes. Je cite ce que vous avez fait aussi par rapport à la midorhinine, à l'interférence que peut poser la protéine. Donc, on a été très intéressés et captivés par votre présentation parce que vous avez apporté des preuves. Donc maintenant, c'est à nous, Marocains, ici sur place, à Marrakech, professeur Boufira et les autres, peut-être d'apporter leurs questions relatives à cette technologie, ses avantages. Et s'il y a des inconvénients, pourquoi pas, il faut aussi les discuter, n'est-ce pas? Et peut-être, M. Boufira, vous avez une intervention? Oui, oui, allez-y. Je vous en prie. Pour rebondir sur la potentiométrie et les biais qu'on peut avoir sur la natrimie, en fait. C'est vrai, je suis d'accord avec monsieur Nefar. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Lorsqu'il s'agit en fait d'un changement de la protéidémie, ça va affecter la natrimie, ça c'est sûr. Et surtout pour les malades hospitalisés, et lorsqu'on utilise la potentiométrie indirecte. Et la potentiométrie indirecte exige une prédilution. On dilue le spécimen avant de le passer. Ça, je parle pour les autres auto-analyseurs qui sont courants sur le marché. On utilise toujours la potentiométrie indirecte, donc il y a une dilution. Et cette dilution que subit le spécimen, s'il y a une hypoprotéidémie, la ration en eau au niveau du plasma va augmenter, ça c'est sûr. Et cette ration en eau va augmenter, va vous donner de fausses hyponatrémies. Et qu'est-ce qu'on faisait avant, nous, lorsqu'on n'avait pas cette solution de microslide? On devait faire passer notre spécimen par une potentiométrie directe, là où il n'y a pas de dilution, pour faire la correction. Ou bien, on utilise un calcul. Et d'ailleurs, il y a une formule, ce qu'on appelle, je me rappelle très bien, la formule de Vogt, qui permet de faire cette correction de 7% chaque fois qu'il y a une hypoprotéidémie et on constate une hyponatrémie. Et c'est très, très, très important sur le plan clinique. Donner une hyponatrémie, ce n'est pas évident pour un malade qui est hospitalisé en réanimation. Donc, la technologie microslide Vitros, qui utilise ces microslides potentiométriques, il n'y a pas de dilution. Donc, même s'il s'agissait d'une hypoprotéidémie, vous n'aurez pas cette fréquence hyponatrémique qui va se répéter. C'est ça ce qu'il voulait dire, monsieur. Moi, je me suis permis de rebondir sur ce point-là. Un autre point que j'ai oublié, que je profite de l'occasion, c'est pour les fractions du cholestérol. Alors, les fractions de cholestérol, que ce soit la fraction HDL ou LDL, ça fait partie du panel. Je n'avais pas le temps de tout étaler. Ça fait partie du panel Vitros. Vous savez très bien, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Et d'ailleurs, il est banni, c'est obsolète comme technique. On faisait une précipitation à l'acide phosphotungstique. Des fractions, par exemple. Donc, ça, on doit l'oublier parce qu'il y a un grand biais. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle les polyanions. Ce sont des surfactants. Au lieu de précipiter la fraction HDL ou LDL, il y a des surfactants qui vont en fait venir sur la lipoprotéine concernée, la LDL, et qui va l'englober. Pourquoi? Il va la masquer pour que la cholestérol oxydase ne la touche pas. Et on dose la HDL. Donc, on utilise des surfactants. Figurez-vous que sur le Vitros, maintenant, ces surfactants sont utilisés sur ces microplaques. Ça nous permet en fait de faire cette technologie et ça nous permet de faire ce qu'on appelle la mesure directe. Au lieu d'aller faire le calcul par la formule de Friedwald, par exemple, qui est sujette à beaucoup de biais et qui a une condition si les triglycérides ne dépassent pas une certaine valeur. Donc, il y a cet avantage-là avec cette technique. Donc, c'est vous qui vous proposez. Je ne propose rien, moi. Non, je ne propose rien. Attendez, je pose ma question. D'accord. Non, c'est juste pour... Non, vous proposez qu'on mette le duo HDL, parce que ce que vous avez montré tout à l'heure, effectivement, c'était cholestérol, et le couple cholestérol-triglycéride. Triglycérides. J'aimerais bien avoir des micros. Oui, j'ai compris, monsieur le modérateur, excusez-moi.
je proposerai dans l'avenir HDL, d'avoir des microslides avec 2 spots HDL et LDL. J'aimerais bien. Ça va venir, ça va venir. C'est marqueur tumor. Docteur Boukhira, juste la réponse. Les 6 tests qu'on a en double, c'est juste le lancement. On est en train de voir, de part dans le monde, quels sont les tests les plus fréquents et on va les mettre aussi. Ce n'est pas de tests, on passe à 4 et on passe même à 6 tests. Et pour votre demande pendant la présentation pour l'immunoanalyse, on est en train de travailler sur un support pour 6 à 12 tests par support. Ça va venir, c'est toujours en étude à Rochester, New York, et on a fait des tests préliminaires avec 6 tests d'immunoanalyse en microfluidics. Ça va venir, ça va. Le futur d'Auto, il est super. Et qu'en est-il de le préanalytique? Le préanalytique, on est déjà prêt. On a une solution automation qui est configurable presque à l'infini avec la decapping, centrifugation, avec aussi aliquoting, recapping, même le storing, c'est ce qu'on appelle un cold storage, où à la fin, un tube va dans le réfrigérateur et après 6, 12, 7 jours, il est jeté dans la poubelle. Et même, vous pouvez faire un recall pour ce tube pour passer un test de nouveau sur ce tube, etc. La solution, elle est présente, elle repose sur l'automation de Thermo Fisher Scientific, qui est notre partenaire, et aussi pour tout ce qui est software, c'est sur Data Innovation. C'est ce que vous avez dit entre, je pense, middleware. Middleware, on travaille avec Data Innovation, qui gère tous les fonctions informatiques sur le track et même en même temps vous donne les analyses et même l'analyse de laboratoire, efficiency, turnaround time, ça donne aussi ça peut signer les résultats automatiquement suivant certains critères. C'est complet. De ce côté-là, notre automation, il est complet depuis, je ne sais pas, 2012, quelque chose comme ça, 2012-2013. D'accord, merci, très bien. Alors, Monsieur Lafar, on vous remercie pour ces éclaircissements et je rappelle que vous êtes Product Support Manager chez Auto Clinical Diagnostics. Je vous invite, si vous pouvez revenir vers nous dans la séance qui suit juste le déjeuner. Oui, avec plaisir. Vous pouvez participer aussi par des questions et des réponses. Et encore une fois, merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Merci à tous. À tout à l'heure. OK. Je serai là. Quant à nous, je pense qu'il est temps d'aller se rafraîchir pour ne pas dire déjeuner. Et on reprendra vers 14h, si vous êtes bien